Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue à Twilight sur CRTV News. Au menu de cette édition du 18 septembre 2020, nous parlons de l'Académie des sciences et développement au Cameroun alors que l'institution vient de faire des révélations alarmantes sur l'impact des changements climatiques au Cameroun. En deuxième partie, nous parlerons de la lutte contre l'exploitation illégale du bois national et le déploiement des douanes camerounaises à cet effet. Mais avant, je vous convie à une session d'information en langue anglaise avec Joyce Tata. Good evening. Good evening, Giselle. How do you do? How do you do? So you talk about trade unions united to instill peace in the country. That's right. Over in Douala, members of the National Trade Union of Commercial Bike Riders of Cameroon, Sina Komotak, say they will not be part of the planned nationwide public manifestation called by members of some opposition parties in the country. They were at the Littoral Governor's office this Friday to underline their stance regarding the protest. Alphonse Abongwa Achu reports from Douala. Nous connaissons ce qui se passe. Laissez le Cameroun en paix et laissez les mototaxis en paix. The commercial bike sector in Douala, the most vibrant in the country, forms a formidable bloc against any party planning to take to the streets from Tuesday, September 22. They turned out in their numbers this Thursday afternoon at the Vuri SDO's office to declare their non-alignment to the planned protest. Their reasons are clear. They know when an uprising starts, but never when it ends. Hence, peace remains the best alternative. We have gathered here to prove to the nation, to the government, Cameroon, that we as the motor taxi, we are all together, we are one, and we stand behind the government to protect and to generate and promote peace. It's not by going out or not by marching that will bring the solution. The bike riders come from all 6 subdivisions that make up the Vuri and pledge to stand by the Republican institutions. To them, national interest surpasses all personal gains, and political leaders who desire to destabilize Cameroon through their sector should be prepared for frustration because they are not available. We are here today to tell the government that we are not in support of that march. The administrative authority has called on them to be vigilant and refuse to be provoked by those planning the uprising. The bike riders have handed a jointly signed memorandum to the SDO and the governor of the Littoral region in support of the government and the President of the Republic. The Yaoundé National School of Public Works today hosts the elective General Assembly of the National Order of Architects of Cameroon under the theme, Let's Fight Against the Illegal Exercise of the Profession. On the agenda was the taking of oath of architects and the renewal work of the bodies of the National Order of Architects of Cameroon. Details with Laurel Bate Eya. Architects play an important role in construction works. They are also responsible for visual appearance of the buildings and other structures before the final design. The General Assembly of Architects takes place within a context. Builders are playing a crucial role in the transformation of the standard of living of the population of Cameroon. Emphases were placed on the collaboration and mentorship for better output. The high point of the event was the oath taken by architects and renewal of work of the National Order of Architects of Cameroon. I promise to dedicate myself to promote architecture, to rebuild this country, because we have a lot of achievement, we have a lot of things to do. Many concerns were addressed, among them the availability of quality architectural services at affordable prices, recognition of the profession in Cameroon, and especially the possibility for the architect to put professional expertise in the design and construction of cities to improve on the living condition of Cameroonians.
Still in the nation's capital, it was a festive atmosphere at the Ministry of Public Health with scores of top-ranking officials recognized by the state for distinguished services. The Minister of Public Health on the occasion installed the board chair and Director General of the National Center for the Procurement and Supply of Essential Medicines in the pioneer Director General of the National Center for Blood Transfusion, Beatrice Losamba. It is a new era at the National Center for the Procurement and Supply of Essential Medicines as Belle Marie Melanie takes the steering as board chair to oversee the activities of CENAMI. More fresh blood has also been pumped in as a 40-year-old pharmacist, Dr. Vandi Deli, is installed as Director General of the center that will ensure Cameroon's drug supply never runs dry. And Cameroon's blood bank should never run short of supplies. Recommendations made by the Minister of Public Health, Manaoda Malachi, commissioned the new Director General of the National Blood Transfusion Center, Dr. Doran Banya, who is taking the challenge to keep Cameroon's reputation as a leading country in blood supply in sub-Saharan Africa. Social marketing to capture blood donors, and that's the greatest mission. It all begins with blood donation, and so if we get blood donors, the rest will follow. Cameroon owes this reputation to a handful of people recognized by the state this day. Just like them, Professor Rose Leke and co., who contributed to the eradication of wild polio in the country, are decorated, together with a whole gamut of renowned health specialists whose remarkable work earned them recognition. Tell me, there is a now full story now, and we are heading to the North region where a woman kills her children. That's right, Giselle. The suspect, by name Salamatu, is currently under police custody, where an investigation has been opened at the Bajengo in the Pitwa subdivision in the North region. Our North regional correspondent has details of that story. Story in Bajengo, a locality about 40 kilometers away from Garwa, where Salamatu, aged 24, reportedly killed her two children, aged 6 months and 2 years, and cooked for lunch. We were informed by a resident of Bajengo that a woman has killed her children. When we arrived at the scene, the children were in a pot, cooked. When we interrogated her, she revealed that she has eaten the hearts and intestines of her children. Immediately, I ordered her arrest. Upon hearing this, the divisional officer of Pitwa subdivision, Umaru Michel, and the National Gendarmerie descended to the field to have first-hand information of the heinous act. Salamatu is currently in Gendarmerie custody in Pitwa for more information gathering and for her protection from the people who've been asking for her to be lynched. The husband of the woman, Amadou Kodi, 47, father of 18 children and 3 wives, is yet to recover from the shock. Away from that sad story, on the occasion of the celebration of the 39th edition, the International Peace Day comes September 21, a tripartite conference on peace has held at Irik. The event was presided over by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu. Emanuela Moni has details. Shaping peace together, this conference aims at promoting and strengthening peace, social cohesion, and living together in Cameroon. The UNESCO messages usually is always for this young women and men in the troubled areas. Try to develop and embrace a critical and analytical thinking. Try to analyze what is communicated to you. Don't get moved by those messages for instigating hate and violence and the fake news. Have this critical thinking to analyze by yourself and embrace your own ideas. Don't get manipulated. Since 2016, Cameroon has been facing a socio-political crisis in the northwest and southwest regions, as well as armed groups in the far north, killing, looting, destroying infrastructure and causing desolation.
One of the objectives of this day is to carry out activities to promote peace, harmonious living together, solidarity, tolerance, and acceptance. Thus, this year's theme calls for the contribution of everyone, especially youths, to make peace their business in order to create a favorable condition for growth in Cameroon. For the critical conditions that they are living, the only way is to raise their level of competencies and knowledge and education. This is the critical thing for any young woman or man, is education. Educate yourself, get yourself the competencies, the tools that will allow you to be employable, to create your own businesses, to be self-employable. This year's activities runs from the 17th to the 21st of September throughout the national territory, with focus on Yaoundé and Betwa. On our foreign page, South Africa, which had one of the world's earliest lockdowns, has announced a further easing of anti-coronavirus measures. From September 20, an overnight curfew will be reduced. Gatherings will be allowed at 50% of a venue's capacity, and restrictions on the sale of alcohol will be eased. Larry Fande completes that story. Coronavirus lockdown as cases drop. But rules on social distancing and mask wearing will remain in place. The country, which went into a national lockdown on March 27, has so far reported more than 650 confirmed infections with over 15,000 deaths. However, the number of new cases has dropped from about 12,000 per day in July to fewer than 2,000. The president announced that following consultations with health experts and officials from across South Africa, the country would lower its current alert level 2 to level 1 from midnight on September 20. This means social, religious, political and other gatherings will be permitted as long as the number of people does not exceed 50% of the normal capacity of a venue, up to a maximum of 250 people indoors and 500 people outdoors. The maximum number of people who can attend a funeral is increased from 50 to 100. Venues for exercise, recreation and entertainment such as gymnasiums and theatre, currently limited to 50 people, will be allowed to accommodate up to 50% of their venue's capacity. And that story brings us to the end of our newscast. Twilight continues with you, Giselle. You're right. Thank you so much for coming. Mesdames, Messieurs, vous regardez Twilight sur CRTV News. On prend une légère respiration. On se retrouve juste après pour l'appel des régions. Dans la nuit, ça nous donne beaucoup plus d'argent. En journée, nous avons les problèmes, la mairie, la communauté urbaine. Dans la nuit, on parvient à jongler comme ça parce qu'on sait que les gars de la mairie ne sont pas là. Et comme difficulté de la nuit, on nous agresse, on arrache nos motos, on nous poignarde de part à autre. CRTV News, ici, toute l'info. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.
Regional Line nous amène dans la région du Sud-Ouest où nous attend en ligne Gilles Mbon et Toundi. Si vous m'entendez, bonsoir. Bonsoir Gisèle et bienvenue à Bouéa. Merci infiniment. D'entrée de jeu, dites-moi, le char des dieux, le Mont Cameroun, est-il toujours aussi timide et se cache sous les brumes? Eh bien, il faut dire, Gisèle, qu'aujourd'hui, précisément, si je regarde à travers la fenêtre, il y a véritablement une épaisse brume. Voilà, une épaisse brume. Il est difficile de pouvoir voir à près de 3 mètres. Vous savez, avec le froid qui sévit en ce moment, à cette période de l'année, véritablement, qui parle de froid, parle de brume. Donc, mais écoutez, les populations et nous-mêmes, la CRTV, nous sommes déjà habitués à ces intempéries. Ah oui, c'est un endroit très, très timide, le Mont Cameroun. Alors, je vous embête ce soir parce qu'il y a une belle actualité dans le Sud-Ouest, la NASLA, National School of Administration, Local Administration, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est bien ça, National... écoutez, c'est National School of Local Administration, effectivement, NASLA. Voilà, merci. Alors, il y a eu un bel événement aujourd'hui parce qu'on a installé le staff de cette institution. Dites-nous un peu, ces 2 acteurs, qui sont-ils? Ou alors les acteurs qui ont été installés aujourd'hui, pouvez-vous nous décrire leur profil? Alors, Gisèle, commençons par Mouktar Ousmane May, le président du conseil d'administration de la NASLA. Il est originaire du Mayo d'Anaï dans l'extrême nord, administrateur civil de formation, diplômé de l'ENAM. Il a été 2 fois secrétaire général, d'abord au ministère des Affaires sociales, puis au ministère des Arts et de la Culture. Ensuite, il y a le directeur général Tani Tiku Eno Achuo Baye. Il est administrateur civil principal, diplômé également de l'ENAM. C'est un produit de l'université, Gisèle, de l'université de Bouéa. Il a exercé à la direction des affaires législatives et réglementaires à l'immeuble Étoile. Il faut dire, Gisèle, que la grande attraction de ces installations, c'est bien évidemment Madame le directeur général adjoint de la National School of Local Administration, NASLA, en la personne de Lidwin Ongolo Nyanginda. Elle a fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur de la décentralisation, ancienne chef de la division de la planification et du développement local au ministère de la décentralisation. Madame le directeur général adjoint est originaire du département de la Léquier, région du centre, plus précisément de la localité de Sa. Elle est née le 7 décembre 1975 à Yaoundé. C'est une ancienne pensionnaire du cycle A de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Donc, on peut dire, Gisèle, que sur la base des profils des uns et des autres, le top management de la NASLA a le bagage requis pour faire face à cette lourde tâche, celle de former le personnel des collectivités territoriales décentralisées. Les maçons sont attendus au pied du mur, Gisèle. Dites-nous, qu'est-ce qui leur a été dit? Parce que c'est quand même un défi, c'est un grand challenge pour le Cameroun. On sait que le 6 décembre prochain, un grand rendez-vous nous attend. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Alors, concrètement, on va commencer par un chiffre, une statistique parlante. 70% du personnel communal n'est pas qualifié au sein des communes, pendant que 80% de ce personnel ont donc un statut de temporaire. Ce sont les chiffres du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a donc demandé à l'équipe managériale actuelle de donner les outils de gestion financière et managériale au personnel des collectivités territoriales décentralisées, mais aussi évaluer les besoins de formation en liaison avec ces collectivités locales. Il faut dire, Gisèle, qu'il sera également attribué à cet établissement la charge de mener à bien la formation des cadres du cycle A, les cadres supérieurs de l'administration locale et même la formation continue des agents intervenant dans le processus de décentralisation. Voilà en gros les missions qui sont assignées à cette école. Il faut dire, Gisèle, que c'est une importante étape dans l'accélération du processus de décentralisation, comme vous le savez.
Alors les administrateurs qui seront formés au sein de cette institution vont donc pouvoir gérer avec plus d'efficacité les communes. N'oublions pas, Gisèle, que les régionales, c'est dans juste 2 mois et demi, c'est-à-dire le 6 décembre 2020. Et vous savez que dans le sud-ouest, régional rime avec statut spécial, le statut spécial qui est donc l'une des autres grandes recommandations issues du grand dialogue national. Alors, si c'est possible, puisque vous étiez sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir un mot sur le CFAM? Est-ce que la NASLA n'a pas quand même comme devoir aussi d'assurer le relais de cette école-là, ce centre de formation pour l'administration municipale? Alors, il faut dire que effectivement, la NASLA aura cette charge-là de pouvoir implémenter ces différentes options de formation sur tout l'ensemble du territoire national. Vous savez, aujourd'hui, lorsque l'on entre dans les différentes mairies, l'on compte le personnel qui peut véritablement avoir non seulement le bagage, mais surtout la qualification et puis même, lorsqu'on regarde les différents contrats, on a un peu essayé de sillonner ici dans le sud-ouest, on se rend compte qu'il y a plusieurs temporaires qui sont en service. Gisèle, nous estimons ici là qu'avec l'avènement de la NASLA et de la nouvelle équipe dirigeante de cette institution, ça va véritablement être une bouffée d'oxygène pour cette institution dont les missions sont véritablement diverses et variées. Vous disiez tout à l'heure, il est effectivement question de pouvoir les implémenter, mais vraiment dans toutes les différentes régions, lorsque le besoin en formation de personnel, tant sur le niveau, au niveau financier que administratif, la gestion comptable et tout. Donc cette école va véritablement implémenter ce besoin de formation. C'est une réponse à cette implémentation de la formation du personnel municipal et communal. Merci infiniment, Gilles Bon-Etoundi, pour cette correspondance avec nous. On espère correspondre avec vous une autre fois pour d'autres informations. Allez, merci et puis bonne soirée à Yaoundé, Gisèle. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous êtes bel et bien sur Twilight, sur CRTV News. Avant de nous quitter pour partir sur une autre articulation, je vous propose justement de regarder ce reportage effectué par Gilles Bon-Etoundi dans le sud-ouest aujourd'hui à l'occasion de l'installation des membres qui doivent justement assurer le management de cette institution. Regardez. La formation de l'élite administrative locale se concrétise. Le ministre de la décentralisation et du développement local précise au top management de la National School of Local Administration, NASLA, sa feuille de route. Rendre fonctionnelle l'institution que le président de la République a mise en place. C'est-à-dire de faire en sorte que pour l'année académique 2020-2021, on ait une institution qui forme des personnels capables de servir à la fois dans les communes et dans les régions. Et ce, dans tous les segments d'activité des collectivités. Plusieurs responsables ont été décorés au cours de cette cérémonie, parmi lesquels le président du conseil d'administration de la NASLA, Mokhtar Ousmane May, le directeur général Tanitikou Enouachuo Baye et le directeur général adjoint Lidvin Ongolo Nyanginda auront du labeur. L'établissement dont ils ont la charge devra mener à bien la formation des cadres du cycle A, des cadres supérieurs de l'administration locale et même la formation continue des agents intervenant dans le processus de décentralisation. Créée le 2 mars 2020, la NASLA est basée à Bouéa dans le sud-ouest. C'est l'une des résolutions du grand dialogue national qui prend corps.
Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. CRTV News, ici, toute l'info. Bienvenue à votre magazine de santé par les aliments. Riche en magnésium et en phosphore, l'arachide, encore appelé cacahuète. Et la grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés, mais l'essentiel c'est les nutriments. Toutes ces variétés-là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage. Les installations actuelles de l'ancien CEFAM dans la ville de Boya. Cette institution arrive dans un contexte marqué par la mise en place effective de la nouvelle loi sur la décentralisation au Cameroun. Le reproche qui a très souvent été fait aux collectivités locales était celui de l'inadéquation entre les compétences du personnel et leur mission. La réponse que le gouvernement a apportée à cela, que le chef de l'État apporte à cela, c'est créer une école qui forme donc les personnes qui seront mises à disposition de l'échelon local pour qu'à l'avenir, ils puissent mieux adresser la question des compétences qui leur sont transférées, donc l'exercice de ces compétences, et aussi la gestion des ressources supplémentaires qui sont en train d'être affectées à l'échelon local. Considérée comme une des retombées du grand dialogue national voulu par le président de la République, la NASLA entend jouer pleinement son rôle. La création de l'école, donc, sous l'angle de l'amélioration du niveau des compétences et des ressources locales, est l'une des solutions que le gouvernement apporte. La création de l'école a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. L'entrée en fonction officielle ce vendredi des responsables de la NASLA marque une étape importante de la vie de cette école nationale. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe.
Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Mardi donc, le Real Madrid affrontait le FC Bruges. Pascal Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit, 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse boucle. Voilà qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dire. Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Alors vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire les cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. CRTV News, ici, toute l'info. Bienvenue à votre magazine de santé par les aliments. Riche en magnésium et en phosphore, l'arachide, encore appelé cacahuète. Et la grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés, mais l'essentiel c'est les nutriments. Toutes ces variétés-là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage rapide et économique pour retrouver une semelle toute neuve. Les recherches ont prouvé que les feuilles de manioc permettent déjà de baisser le taux de sucre. Donc tous ceux qui sont hyper tendus, les feuilles de manioc sont idéales pour eux. Déjà parce que les feuilles de manioc contiennent la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine déjà antioxydante. Solange adore le zoom accompagné de feuilles de gombo. Elle nous donne les détails de la préparation de ce plat. Regardez, on se retrouve juste après. Mon mets préféré, c'est le plat de zoom accompagné des feuilles de gombo. Merci pour votre fidélité à Twilight. À présent, nous entamons le premier plateau, le premier entretien de ce soir. Il porte sur l'Académie des sciences du Cameroun et le développement. Alors que l'institution vient de faire des révélations assez alarmantes sur l'impact des changements climatiques sur notre pays. Et pour en parler sur ce plateau, j'ai avec moi à ma gauche en bleu, professeur Beban Chumbo. Bonsoir. Bienvenue à Twilight. Oui, c'est un grand plaisir. Merci. De vous retrouver ici. À mon extrême droite, nous avons le professeur Mbacham, expert en santé publique et biotechnologie. Bonsoir. Merci. Vous êtes également membre titulaire de l'Académie des sciences du Cameroun. That's correct. Plus près de moi, avec la distanciation physique recommandée en ce moment, le professeur René Joly Assako, vous êtes géographe de formation. Voilà, je suis géographe. Vous vous occupez vraiment des questions d'urbanisme. Oui, c'est ma spécialité. Tout à fait. Vous êtes aussi membre titulaire de l'Académie des sciences du Cameroun. Tout à fait. Alors, il y a quand même des informations, j'ai bien dit alarmantes, peut-être que ce n'est pas alarmant pour vous. Vous avez, dans votre académie, non, pas dans votre académie, à l'académie hier, organisé un événement au cours duquel vous avez restitué les résultats des travaux de recherche que vous avez effectués sur les changements climatiques et leur impact sur la croissance et le développement au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui m'alarme, moi, c'est que de 2030 à 2050, vous prévoyez malheureusement le décès de 300 000 personnes du fait des changements climatiques. Professeur, ça concerne la santé d'abord aussi. Hein. That's correct. Oui, vous avez une boule de cristal. Ces statistiques-là, comment les comprendre? Well, I think it has been modeled after what is currently happening and the disease frequencies
for infectious and also for non-communicable diseases. Now, when you put those into a rising population and the fact that since 1970 we've had an exponential rise in the temperature, almost 0.18 degrees every year, then you can imagine, the diseases that would accompany, either because there's an abundance of rain, or because there is complete dryness, or because people have become sedentary, and that affects also their health. And so the mixture of this placed in a model, puts that estimate, and it's a little bit worrisome if we do not start to do something right away. Sur le plan, sur le spectre de l'urbaniste, on va bientôt parler de réfugiés climatiques. On n'avait jamais entendu ça. On se retrouve au Canada, on se retrouve aux Pays-Bas, en France. On a des réfugiés politiques, réfugiés économiques, réfugiés climatiques. Dites-nous, ça représente quoi? Les réfugiés climatiques concernent les populations qui sont obligées d'émigrer, c'est-à-dire de quitter leur lieu de résidence normal, en fait, pour trouver refuge là où les conditions climatiques sont beaucoup plus favorables. C'est de ça qu'il est question. Mais quand même, en ce qui concerne les inondations, madame, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure parce que, ce n'est pas un problème propre au Cameroun ni à l'Afrique. Je l'ai dit hier, les inondations concernent le monde entier. Simplement, pourquoi? Parce que les 70% de la planète Terre où nous vivons sont constitués d'eau. Donc, il est plus facile d'être inondé que d'être asséché. Donc, maintenant, je pense qu'en ce qui concerne donc le côté urbanistique dont vous parlez, il est beaucoup plus question de s'attarder sur les modes d'urbanisation de nos villes. Est-ce que nous construisons en respectant la réglementation, en respectant les normes, en respectant les endroits qui ne doivent pas être construits? Ou bien, s'ils le sont, est-ce que les aménagements protecteurs ont été réalisés? Voilà qui fait vraiment problème. Donc, si je me reprends, ne nous alarmons pas trop. Ça ne concerne pas que le Cameroun et il y a des dispositions qu'on peut prendre pour que... Mais chacun balaie devant sa cour. Mais bien sûr, il y a de quoi s'alarmer. Bien sûr, mais je veux dire, on ne doit pas tomber dans un alarmisme qui finalement inhibe l'action. Puisque les dispositions sont prises par le gouvernement, enfin beaucoup plus qu'on ne le croit d'ailleurs, et on va vers la décentralisation où les collectivités territoriales décentralisées auront non seulement les compétences en termes de pouvoir, mais aussi les moyens et encore les compétences en termes techniques pour prendre en charge toutes ces questions d'environnement, d'urbanisation, et ainsi de suite. Et même, je dois dire, ça aussi je l'ai dit hier, les inondations ne sont pas un phénomène qui doit surprendre parce que c'est cyclique. C'est lié avec les saisons de pluie qui se succèdent, qui se suivent d'une année sur l'autre. Non, prévisible. Oui, c'est prévisible. C'est prévisible. C'est sûr que vous voulez rien. Bon, si vous voulez réagir d'abord, ensuite je vais vous poser ma question. D'accord, oui. Non, c'est justement ce que j'allais dire. Hier, il a bien expliqué que c'est un phénomène cyclique et donc on peut prévoir si on prend les mesures nécessaires et il y a des recommandations à cet effet. Et toute une institution qui est là et qui prévient l'État depuis plusieurs fois. Oui, bien sûr. Plusieurs fois, je parle de l'UNACAM, l'Observatoire national des changements climatiques. Oui, disons que l'État a su créer cette institution suite à une recommandation que l'Académie des sciences avait faite il y a quelques années. Après avoir analysé les phénomènes, nous avons dit qu'il était bien d'avoir une institution comme un observatoire et ça a été créé et ça fonctionne bien avec des données fiables qui peuvent être utilisées. On a eu justement dernièrement avec ce qui s'est passé à Douala, Limbé. C'est ça. Oui, on a vu qu'ils étaient à l'œuvre et nous avaient bien avertis. C'est ça. Le professeur Amougou devait être avec nous. Il est le directeur de cette institution et il travaille avec nous sur un certain nombre de ces problèmes. Alors, pourquoi vous arriviez à faire toutes ces révélations hier? Cela veut dire que les travaux ont commencé depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Oui, je crois que c'est depuis 1995 que l'Académie a eu des travaux de restitution, des travaux sur ce sujet. De recherche, oui. Non, de recherche précède les années 1995, mais au niveau de présentation des résultats des recherches, c'est depuis 1995 que nous avons eu régulièrement des séminaires. Nous avons eu même un atelier national sur le changement climatique et ses impacts
et ce qui était financé par Leopoldina, qui est notre académie sœur de l'Allemagne, et au niveau national. Et comme les résultats étaient probants, ils ont sponsorisé encore un autre séminaire au niveau continental. Donc nous avons eu des spécialistes pour se pencher sur ce problème et nous avons produit même des guides et des manuels avec un certain nombre de données pour le continent africain, avec les résultats obtenus ici. Okay. If we had to summarize or to go straight to the point about what happened yesterday during the restitution of the results, I've mentioned two here now. Or can you tell us about the other revelations? Well, I think the other revelations that we had was that the climate change that we are currently observing, it's not also all detrimental. The more carbon dioxide you have in the air, the more vegetation you'd also have. And as a revelation, we've seen where in certain places there's been more forestation, like in the Sahel region of Cameroon, and it's beginning to have more vegetation than it used to have, and that's a good thing. However, the other thing which we also noticed was that if the climate is changing and there's more rain, then the aquifers are being replenished. Otherwise, we may run into complete water shortage if we don't have these aquifers. These aquifers are like underground water, and they help, it protect our life. And in a way that if we do not deal well with nature, nature will turn around and deal with us. However, in trying to deal with us, it has tried also to replenish the aquifers. It has also tried to bring back vegetation where originally it was desert land. But Prof, on parle de famine, on annonce quand même les famines, on dit que ces changements climatiques auront aussi un impact sur les rentes agricoles. Oui, mais comment comprendre? On dirait qu'il y a comme un paradoxe, comme une contradiction. Parfois, madame, on en met trop sur les changements climatiques. Parce que je le dis pourquoi? Parce que il y a une géodynamique tout à fait naturelle. La Terre n'est plus comme elle était quand elle s'est formée il y a des milliards d'années. Au moins 4 milliards d'années maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement tout à fait naturel, ordinaire, qui se fait. On ne doit pas tout mettre sur le compte des changements climatiques. Encore que hier, comme le professeur Mbacham venait de le dire, nous avons bien montré que les inondations n'avaient pas que des conséquences négatives. Cette surabondance d'eau entraîne donc l'alimentation des aquifères, c'est-à-dire des nappes souterraines d'eau, qui permettent donc de réduire les coupures d'eau que nous avons. Par ailleurs, les inondations entraînent bien la fertilisation des sols par les dépôts des alluvions, et ainsi de suite. Donc, je crois que hier, nous sommes arrivés à quelque chose de particulièrement intéressant, c'est de réaffirmer cette nécessaire synergie entre les milieux universitaires qui font la recherche et les milieux de décision et d'implémentation des résultats de la recherche. C'est ce que le président disait tantôt. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé les recherches. Nous, on est simplement venus, si vous voulez, présenter le millième de ce que nous faisons, de ce que nous savons, de l'expertise que nous avons en matière de gestion environnementale. Donc, je veux dire, il faut, ce que nous avons dit hier, ce serait bien que cette synergie entre les milieux universitaires, notamment l'académie, et les opérateurs des milieux socio-professionnels, les collectivités territoriales décentralisées, les départements ministériels, eh bien, il faut que cette synergie-là soit réaffirmée, de sorte que nous soyons en train de mener des recherches sur des problèmes posés par les gens qui agissent dans l'opérationnalité au quotidien. Oui, alors, je crois que nous souhaiterons avoir les points focaux dans tous les ministères qui s'intéressent. Mais qui est-ce que vous avez donc invité? Vous avez présenté les résultats à qui? Oui, nous avons invité, certains sont venus, mais d'autres n'ont pas envoyé des spécialistes. Dans tout état de cause, nous avons eu l'idée d'organiser encore une autre situation, une autre conférence pour essayer de restituer ces informations. Cette fois-là, on espère qu'on aura les
mairies, les responsables de mairies de... Justement, prof, Monsieur le Président, ici vous êtes président de l'Académie, mais quand vous êtes tous profs, dites-nous, lorsque vous faites des travaux comme ceci, vous avez quand même des départements ministériels ou des acteurs cibles. Qui sont indispensables pour que vos résultats soient efficaces. C'est-à-dire qu'on utilise vos résultats pour améliorer la gestion des risques dans ce domaine-là. Je crois que ce que disait le recteur Asako tout à l'heure, c'était un plaidoyer pour qu'il y ait vraiment une collaboration beaucoup plus organisée, structurée entre l'académie et le milieu, la communauté scientifique et les décideurs politiques, parce que souvent ce n'est pas le cas. Nous avons des informations, nous avons la possibilité de mettre ensemble des connaissances, parce que notre devoir et notre fonction en tant qu'académie, c'est de rentabiliser toutes les connaissances au niveau international et sur tout le territoire national pour le mettre à la disposition de décideurs. Mais j'imagine qu'au bout de travaux comme ceux d'hier, ceux de ce 17 septembre, il y a des actes. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine ça que vous dites dans le milieu universitaire. Des actes de colloques, des actes de... Est-ce que vous ne les distribuez pas à vos cibles, justement, celles qui n'ont pas envoyé de représentants? Nous le faisons. Par exemple, nous avons un journal qui est très bien coté au niveau international. La revue scientifique de l'Académie des sciences est top, bien connue. Si vous publiez là-dedans, puisque les gens de l'extérieur publient là-dedans, c'est disponible et nous le mettons à la disposition de beaucoup de ministères. Nous avons eu quand même des réponses assez considérables dans certains cas. Nous avons eu une recherche sur l'économie, sur une problématique pourquoi faire payer le pétrole plus cher à Maroua qu'à Yaoundé, alors que c'est le même salaire. Nous avons quelqu'un qui a eu à résoudre cette problématique en proposant une formule qui permet à ce qu'on puisse payer la même chose et tenir compte des aléas de transport. Et je crois que le ministre des Finances de l'époque avait demandé de voir comment tout harmoniser. Donc je crois que de temps en temps, nous recevons des échos. D'accord. Je vais vous proposer, avec la complicité de la réalisation, de revoir ce que vous avez vécu à l'Académie des sciences hier. C'est un reportage réalisé par Kat Zalat et Eric Ouna. Eric Laouna. Des scènes apocalyptiques qui auparavant s'observaient à travers le petit écran. Désormais, c'est en acteur et les pieds dans l'eau que la froideur de ces affres sont ressenties par le commun des Camerounais. Garantir un scénario au dénouement heureux, c'est l'objectif de l'Académie des sciences du Cameroun. L'Académie se penche sur cette situation depuis 1995 et nous avons organisé des séminaires, des ateliers sur le changement climatique et ses conséquences néfastes et les possibilités de mitigation. La mission de sursis de l'équipage Cameroun impose une bouée de sauvetage taillée sur mesure. Avec l'apparition du plastique qui est devenu notre maître mot, ces éléments réduisent les canalisations d'évacuation des eaux et ça rend obsolètes les formules de dimensionnement, les formules d'hydrologie urbaine, les formules d'évacuation, de drainage qui étaient jusqu'alors appliquées. L'implémentation de ces pistes de solutions par les décideurs, au-delà d'être une nécessité, sonne comme une urgence. Les minutes s'égrènent, il faut sauver la planète. Providing long-lasting solutions on devastating floods and natural disasters. This is the objective of this workshop on natural disasters, floods and landslides, organized by the Cameroon Academy of Science and the Ministry of Scientific Research and Innovation. Solar radiation cannot get back and it keeps the globe warmer than it should be.
And that warm situation of the globe leads to evaporation of more water from the oceans into the atmosphere. They have promised short and long-term solutions to mitigate the impacts on human lives and resources in Cameroon's far north and littoral regions, hard hit by flooding in the recent weeks. Since 1995, the Academy of Sciences has held a number of workshops and seminars to look at the situation and even made predictions which have been followed. We have indicated that, for instance, government has been able to set up a national observatory on climate change, which was a proposal that we made some 15 years ago. In the meantime, inhabitants of the affected areas of floods are advised to monitor local weather reports, anticipate possible transportation disruptions and power outages, and adhere to all instructions issued by the local authorities. Monsieur le Président, dites-nous, quand on écoute ces reportages, lorsqu'on lit certains certains papiers qui sortent de ces travaux, vous n'accusez personne. Est-ce que c'est normal? Accuser quelqu'un? Il y a certainement des personnes, ça peut être nous, ça peut être les décideurs, qui sont quand même à l'origine de l'accélération ou alors du ralentissement du processus de résilience. La science, c'est l'objectivité par excellence. Donc, on fait observer le fait qu'on a retrouvé sur le terrain. Et de toute façon, quand on dit qu'il y a, on a eu de cours d'eau bouchés, quelqu'un est accusé. Ceux qui sont coupables le savent. Pas toujours. Ils ne sont pas toujours conscients des effets de nos actes. Oui, mais je crois que le professeur Sako, qui a eu des images incroyables sur ce phénomène. Non seulement des images, mais aussi des vidéos que j'ai projetées. Bon, les responsables, madame, c'est nous tous d'abord. Parce qu'on ne peut pas accuser la nature. La nature, on n'a pas forcément un contrôle sur elle. Il pleut, il pleut. La terre est argileuse, elle est argileuse. Mais qu'est-ce que nous faisons? J'ai pris le cas de Yaoundé. Quand vous prenez le site urbain de Yaoundé, le réseau hydrographique est organisé comme ma main. C'est-à-dire que la plupart des cours d'eau convergent vers le centre-ville avant de se poursuivre et se jettent dans le Mfundi. Alors, au niveau du centre-ville, donc, eh bien, ces cours d'eau ont été canalisés en souterrain. Mais malheureusement, toutes ces canalisations sont obstruées par les matières plastiques, par les déchets qui viennent de la cité verte, les déchets qui viennent de partout, notamment du marché du Mfundi. Alors, qu'est-ce qu'il le fait? C'est vous et moi. C'est ceux qui vendent au marché, c'est nous qui allons acheter les choses au marché, c'est nous qui balançons nos bouteilles plastiques partout, c'est nous tous pareil. Et après, il y a les autorités quand même qui sont en charge de la gestion de toutes ces affaires-là. Qui devrait quand même prendre des mesures pour que cela ne soit pas ainsi. Ça commence à venir. Ça commence à venir. C'est nous tous pareils. Oui. C'est nous tous. Il y a quelqu'un qui a quand même des autorités qui sont censées surveiller que cela ne se passe pas ainsi. Et nous tous aussi, la façon dont nous comprenons un certain nombre de choses. Au lieu que moi, je comprenne que je ne dois pas faire telle chose dans mon intérêt, dans l'intérêt de la collectivité, je vais comprendre qu'on me le dit parce que je m'appelle Asako. Je pense qu'à un moment, il faut que tout le monde comprenne que l'action qu'on pose est valable aussi bien pour soi que pour toute la communauté. Effectivement. Donc, le Cameroun a beaucoup légiféré sur la gestion de l'occupation du sol en milieu urbain depuis les ordonnances de 1974, depuis la loi d'urbanisme de 2004. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas une batterie de textes du droit positif qui réglemente l'occupation du sol, y compris en milieu urbain. Bon, mais si cela n'est pas appliqué, si cela n'est pas suivi, eh ben, la responsabilité, elle est collective. Et il y a un décalage entre la loi et les textes et leur mise en œuvre. Qu'est-ce que vous avez recommandé? Précisément sur ce phénomène, voilà. Nous avons recommandé, que les textes de loi soient appliqués sans faiblesse. Parce que ces lois-là existent. Les ordonnances existent, la loi existe, toute une batterie d'arrêtés existe. C'est nous qui prenons ça, soit au niveau de l'exécutif pour les textes réglementaires, soit des lois et des ordonnances au niveau législatif. Il faut que tout ça
soit appliqué. Parce que quand c'est appliqué, ça sécurise tout le monde. Première recommandation. Deuxième recommandation. Il y a donc impunité. Oui, il y a comme un laisser-aller. C'est vrai qu'il y a aussi quelquefois la tolérance administrative que nous comprenons, parce que lorsque l'État n'est peut-être pas en mesure de répondre à tous les besoins en logement qui se posent, on peut tolérer un certain nombre de choses parce que ça nous rend aussi service quelque part. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est au niveau du comportement individuel. Est-ce que c'est l'État qui jette les bouteilles dans l'eau? C'est nous. C'est monsieur, madame, tout le monde. Et bon, il faudrait qu'à un certain niveau, les gens se comportent de façon raisonnable vis-à-vis de l'environnement, qu'il soit immédiat ou proche. Voilà à peu près ce qu'on peut donner comme recommandation. On s'achemine vers la fin de notre entretien, mais j'ai quand même encore quelques petites questions avant de vous inviter à regarder le journal en langue française ici, sur 10 minutes. Professeur Bacham, on parle des changements climatiques en termes de grandes menaces pour la santé mondiale. Le taux de mortalité va augmenter, le stress mental, les allergies, il y a même des maladies dont les cas de dengue qui vont augmenter. Dites-nous, ça fait peur. Les allergies, les moustiques qui vont augmenter parce qu'avec les inondations, les nids de... Oh, je crois bien qu'il y a 10 ans, vous nous disiez que les moustiques n'aiment pas l'eau sale, hein, que les moustiques, l'anophèle femelle, va pondre ses œufs dans le creux des bananiers, là où l'eau est propre. Absolument. Bon, on ne parle pas de moustiques là, mais je veux quand même parler de manière globale pour dire que c'est... Well, I think in as much as the different diseases are rising because of the change in climate, what we also know is that each of us has a responsibility to be able to protect against some of these diseases. Some of them we can protect ourselves, and some of them we would not be able to, but we can be prepared in advance also for the emergence of these new infections. And I think that the Academy of Science, together with the Ministry of Environment and Nature Protection, did put an emergency plan should we have 3 types of invasions. And I think that plan needs to be put into practice. As Professor Asako was saying a while ago, it's not that we lack the laws, it's not that we lack the documentations, but we're just not applying the situation. There is another situation which is coming, which we haven't even discussed, and that's the fact that with the destruction of the ozone layer, we're going to be exposed to excessive new types of radiation that are coming from the sun. But not only that, but those also that are man-made. I don't know if you've heard about the constellation of satellites that are being put out in outer space that are going to be beaming rays of electromagnetic nature onto the Earth. And with this advent, it's another kind, together with that from the sun, is going to complicate issues of skin cancer, it's going to complicate issues of respiration, issues of asthma and all of that. And so we need to be prepared also with different arsenals, either of response medication or of new ways of constructing houses such that we have greenery all around that can absorb some of this and then keep us safe. I invite you to watch the news with me before we separate. That's fine. That's good. Laurence Ocalia, bonsoir. Bonsoir. Merci pour vos belles couleurs. Merci, de belles couleurs à vous aussi. Merci. Alors, vous dites qu'il y a de bonnes nouvelles du côté de Jean Tabi? Effectivement, ils ont triomphé aujourd'hui dans leur établissement scolaire. L'établissement enregistre à cet effet 99,36% comme taux de réussite. De bons points salués par les parents. La cérémonie de revoir a vu la participation du ministre de l'Éducation de base, du représentant résident de l'IAI Cameroun et du représentant du ministre des Enseignements supérieurs. Victor Lema était de la partie. 99,36% de taux de réussite. Ça mérite qu'on pousse le bouchon. Et c'est parti. Bravo. Le collège célèbre ses lauréats qui, d'un pas assuré, franchissent les portes du secondaire pour accéder aux sphères du supérieur. Nous avons eu un pourcentage de réussite de 99,36% au baccalauréat, toutes séries confondues, avec 133 mentions sur les 156 admis.
C'est un motif de satisfaction. Moment unique au cours duquel parents et promus savourent le fruit d'un dur labeur et tracent les sillons d'un avenir plus glorieux. Que c'est le fruit de tous mes efforts consentis de 6e en terminale. J'ai fait un parcours sans faute et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a soutenu et à mes parents aussi. Mon choix va se porter finalement vers l'université catholique où je vais faire management, audit et contrôle de gestion. La messe qui a précédé le cérémonial avait davantage vocation à sensibiliser ses futurs étudiants, mais aussi à recommander le destin des cadets. La cerise sur le gâteau est ce geste, comme pour dire adieu le collège, bonjour la fac. On parle de rentrée scolaire en moins de 3 semaines. Oui, environ 3 semaines pour la rentrée scolaire. Les établissements scolaires s'activent donc pour réussir le grand rendez-vous qui va se dérouler dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus dans les établissements scolaires maternels et primaires. D'ailleurs, les dispositifs d'hygiène et les dispositifs sanitaires sont mis en place pour protéger les tout-petits de la pandémie à coronavirus. Elvire Angéline Ebalé a fait le tour de quelques établissements scolaires. Regardez. Mesures pédagogiques et administratives traditionnelles se greffent cette année des mesures préventives contre la Covid-19 dans les préparatifs de la rentrée à travers les établissements scolaires. Dans cet établissement, au quartier Emana à Yaoundé, l'assurance gagne du terrain. Ici, aucun détail n'est épargné. Nettoyage, mais aussi mise en place du protocole sanitaire. Un réaménagement pour mettre les tout-petits à l'abri du coronavirus le 5 octobre. Nous sommes ici à la maternelle. Les dispositions sont déjà prises au point où nous avons d'abord désinfecté nos salles de classe et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions possibles pour la distanciation physique de nos petits-enfants. Et vous êtes sans ignorer que ces derniers ne pourront pas porter de masque. Nous avons positionné les tables, 4 enfants par table, au lieu de 6 comme nous étions auparavant. Même engagement au primaire, à une seule différence, obligation du port du masque. Pour les élèves du primaire, on a respecté les instructions édictées par le gouvernement de la République. Maximum 30 enfants, 30 élèves par classe. Le port du casque est obligatoire. Des mesures sanitaires pour rassurer parents et élèves à démarrer la rentrée sereinement pour une bonne entame des cours. Le 25e numéro de Vacances Utiles prend fin aujourd'hui à la Maison de la Radio ici à Yaoundé. Pour cette année, ils étaient plus de 1500 jeunes à participer à cette édition. Les responsables ont privilégié les jeunes entre 20 et 25 ans et la participation à distance a été adoptée. Les dernières décibels de ce programme radio, Clara de Maraps. La radio à distance, c'est la grande innovation du 25e numéro de Vacances Utiles qui s'achève ce 18 septembre à la Maison de la Radio. Des changements qu'impose la crise sanitaire actuelle. La meilleure des particularités était l'innovation qui s'est faite au niveau de la non-présence des jeunes. Le top management a trouvé utile que les jeunes doivent s'intéresser davantage au digital, au numérique. Et c'est par notre plateforme numérique que les jeunes intervenaient durant 5 semaines. Et il faut dire que l'émission entièrement était fabriquée par ces jeunes. Pour cette émission dernière, ça se bouscule. De lundi à vendredi, de 9h à 11h, ils étaient près de 1500 jeunes à participer cette année. Une première depuis le lancement de Vacances Utiles. Le contenu est resté le même, mais c'est une production à distance où les jeunes participaient de leur maison ou de leur ville, de leur quartier, par téléphone, à travers les réseaux sociaux ou bien par SMS. Dans les années antérieures, nous étions autour de 100-150, mais grâce à cette innovation, nous avons pu avoir la contribution à la participation des jeunes de près de 1600. Du fait de la pandémie, les plus jeunes n'ont pas intégré les rangs de Vacances Utiles pour cette année. Une mesure prise dans le souci de protéger les plus petits contre ce tueur invisible. Alors, les préparatifs du prochain salon de l'action gouvernementale vont bon train. Effectivement, en prélude à cet événement, une visite de presse s'est tenue sur le site. Daoud Mouliom est allé prendre les premiers échos. Regardez. Dernier week-end avant le kick-off événementiel. Le point des préparatifs du SAGO se fait avec la presse. Première étape, exposés et échanges sur les thèmes et modalités pratiques de la 9e édition. Pour confronter les dires aux faits, une visite guidée permet d'inspecter le site pièce par pièce.
La qualité et la quantité des installations logistiques rassurent. C'est un événement qui débute dans quelques jours. Il est important que la presse touche du doigt l'état des préparatifs de l'événement. Au-delà de l'état des préparatifs, il fallait également apprécier toutes les commodités qui ont été prévues pour que les exposants et les visiteurs soient à l'aise. Le 9e SAGO est une édition sous Covid-19. Dispositions barrières obligent. Systématiquement à l'entrée, tous les visiteurs seront désinfectés. Nous avons un service qui va désinfecter les stands d'exposition tous les soirs. Ceux qui viendront au SAGO, bien évidemment, nous allons exiger qu'il ait un masque de protection. Des innovations viendront renforcer l'attractivité sur le site. L'organisation sur le site en secteur, c'est une innovation chez nous. Et deuxième innovation, c'est le fait de porter un secteur, le présenter au public sous toutes ses déclinaisons. Le SAGO 2020, c'est 4 jours, plus de 150 exposants et 10 conférences. Membres du gouvernement, ambassadeurs et directeurs généraux sont comptés parmi les 70 000 visiteurs ex-comptés. Crime crapuleux à Badjengo, dans l'arrondissement de Pitois, région du Nord. Une femme assassine ses 2 fillettes avant de procéder à sa cuisson puis à sa consommation. La suspecte nommée Salamatou a été interpellée et présentée au procureur de la République pour répondre de ses actes. Récit des faits dans cette correspondance de Claver Pascal Ndanga. À l'horreur s'ajoute l'incompréhension. Encore sous le choc, les populations de Badjengo dans l'arrondissement de Pitois ont du mal à réaliser et expliquer les mobiles de cet acte atroce survenu dans leur localité. L'auteur présumé de ce crime crapuleux, la nommée Salamatou, âgée de 24 ans, aurait choisi d'égorger les fruits de ses entrailles. 2 fillettes âgées de 2 ans et de 6 mois, arrachées brutalement à la vie au moment où les autres membres de la famille s'occupaient dans les activités champêtres, et le père Amadou Kodji s'étant rendu au marché. J'ai été mise au courant par un usager de Badjengo qu'il y aurait une femme qui aurait égorgé ses enfants. Et au moment où je suis arrivé, les enfants étaient dans la marmite cuit. Quand elle est passée aux aveux, elle déclare qu'elle a eu à manger déjà le foie, les intestins et le cœur. Immédiatement, j'ai procédé à l'arrestation. Alertés, les autorités vont se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le corps de la plus petite a été décapité et mis dans une marmite que la mère a fait cuire. Et la seconde était certainement en attente. Nous avons constaté le forfait. Nous avons immédiatement fait interpeller la dame, appeler les populations à redoubler de vigilance, surtout dans notre entourage direct, et à signaler ou à dénoncer toute attitude suspecte. Pour faire la lumière sur cette affaire qui défraie la chronique dans le Nord, une enquête a été ouverte. La mise en cause a été présentée au procureur de la République pour répondre de ses actes. Douane et diapason, accord parfait. Accord parfait. Et l'artiste Crotal, président du syndicat national des acteurs de la musique urbaine du Cameroun, s'exprime sur les contours de l'événement. Il est au micro de Claude Sandra de Touf. La rencontre du 22, initiée par le Sinamurka, est juste ce que nous faisons en prélude aux états généraux de la musique camerounaise qui devrait avoir lieu si on réussit à atteindre nos objectifs en 2021. Donc pour ce faire, le 22, nous avons invité la plupart des acteurs du secteur de l'art musical, même les responsables des OGC, afin que tout le monde puisse parler. Et nous allons faire de cette rencontre un espèce de mémorandum que nous avons l'intention de remettre au Premier ministre à l'intention du chef de l'État du Cameroun. Il faudrait que nous puissions enfin, une fois pour toutes, régler le problème du statut de l'artiste musicien camerounais. Laurence ? Oui, c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en très bonne compagnie de Gisèle Anguiné et Twilight. Gisèle. Merci infiniment. Plaisir de vous avoir une autre fois. C'est moi. Mesdames, messieurs, restez les nôtres. On se retrouve juste après cette respiration.
Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une, lutte contre les maladies prostatiques au Cameroun, une campagne de dépistage de ces maladies. Comment se faire détecter? Ça signifie qu'à partir de 40 ans, pour des sujets dont un membre de la famille a eu à développer un cancer, il est préférable de passer voir un médecin. Les causes peuvent être multiples. La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature, n'est-ce pas? On l'associe à l'espoir et à la chance. Toujours ce 17 novembre, le monde célèbre la journée mondiale du souvenir de la circulation routière. Placée sous le thème « La vie n'est pas une pièce de rechange de véhicule ». This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul Tangenji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Bétier Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news. Nous allons achever notre entretien sur l'Académie des sciences et développement au Cameroun qui a tenu un atelier de restitution des travaux de recherche sur l'impact des changements climatiques sur la croissance du Cameroun. So, Prof. Bacham, at the end of the day, I mean, after your public lecture yesterday, that workshop, the policy brief, which are they? Well, I think that what we will try to do is that we talked about climate change and health, but we also looked at climate change and urbanization. We also looked at climate change and aspects of agriculture and nature. And what we'll do basically is that we're going to gather all of the information that we're able to dispense, compare it with the rest of what's happening in Africa, and come up with policy briefs which we can now share with members of the government so that they can know exactly how to appropriate this knowledge and then take it forward and then take some decisions on it. Alors, Prof, Monsieur le Président, j'ai toujours envie de vous dire, Prof. Oui. Oui, Monsieur le Président, vous allez avoir un plaidoyer plus puissant vers les acteurs qui doivent vraiment agir. Vous avez eu des recommandations? Oui, nous le faisons déjà par votre intermédiaire sur ce plateau. Mais je crois que ce que nous avons fait hier a reçu des échos très favorables et certains nous ont demandé de refaire à l'intention de ceux qui ne pouvaient pas participer, surtout les maires qui étaient loin. Ils sont déjà en train de se préparer. Oui, c'est ça. Nous espérons que nous aurons le fonds qu'il faut. Nous attendons un sponsor pour pouvoir refaire cela à l'intention des maires qui n'étaient pas là et surtout les points focaux des différents ministères qui ne pouvaient pas partager avec nous les fruits de résultats scientifiques sur les inondations. Professeur Chumbo, vous êtes bien le président de l'Académie des sciences du Cameroun. Merci d'être venu. C'est un grand plaisir. Professeur Asako René Joly, vous êtes membre titulaire, géographe. Oui. Merci d'être venu. Spécialiste de télédétection. Et géographe transcendant. Géographe transcendant. Bon, une autre fois, on va comprendre ce que ça signifie. Professeur Bacham, merci infiniment d'être venu. On espère vous retrouver sur d'autres plateformes de la CRTV. CRTV Web, CRTV News, CRTV Radio, pour avoir plus d'ample, pour être plus édifié encore sur cette question. Merci. Mesdames, Messieurs, on va respirer un peu et prendre le deuxième plateau de ce soir. Merci beaucoup. This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul Tangenji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain.
Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Betty Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news. Et on entreprend le deuxième plateau de ce soir sur la lutte contre l'exportation illégale du bois et le déploiement des douanes camerounaises. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Quentin Dima. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à toi live. Vous voulez bien vous sacrifier au rituel? Naturellement. Merci. C'était un rituel pour montrer le bon exemple. Merci. 30 secondes de friction. Alors, les douanes ont décidé de prendre le problème de l'exploitation illicite du bois national à bras-le-corps avec l'opération Filtre. Filtre, c'est bien choisi. Hein? Filtre, en français, on passe à une passoire, un scan qui veut bien voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais en anglais, en fait, ça veut dire fight, illegal timber trade, export. D'accord. Avec la complicité de la rédaction, on va voir s'il est possible de regarder un reportage sur la question. Les Nations Unies pour l'alimentation, FAO, à travers son programme FAO-UE, FLEG vient de publier une note qui montre que l'accès au bois d'origine légale reste une contrainte majeure pour le développement des petites et moyennes entreprises de la sous-filière de transformation du bois au Cameroun. En effet, la proportion de sciage provenant de sources légales et approvisionnant le marché domestique est estimée à seulement 27% du volume total de bois d'œuvre en circulation dans les marchés des principales villes du pays. Les 73% restants représentent donc la part de bois illégal fourni dans le marché domestique et ses opérateurs. À travers le programme FAO-UE-FLEG, l'organisme onusien affirme qu'il essaie de renverser la donne. Alors, Monsieur Quentin Dima, dites-nous, les douanes camerounaises ont décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Est-ce que on peut savoir si vous avez mis sur pied un dispositif de contrôle qui intègre les nouvelles technologies? Alors, je voudrais, merci de me recevoir sur ce magnifique plateau. Je voudrais tout d'abord dire bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent et dire merci à la CRTV de recevoir les douanes camerounaises pour parler de l'actualité des douanes. Alors, s'agissant de l'opération Filtre, vous demandez si nous avons mis en place un dispositif qui intègre les nouvelles technologies. Oui. Je voudrais vous dire naturellement oui. Parce que le contrôle du commerce du bois est un commerce qui nécessite naturellement, en intégrant les... Parce qu'on sait que les douanes, depuis un certain temps, dématérialisent tout, toute leur procédure. Pour intégrer les exigences de facilité, nous utilisons naturellement les moyens de contrôle non intrusifs, notamment le scanner. Filtre est bienvenu parce que depuis 1999, par décret du Premier ministre, le gouvernement du Cameroun a mis en place un programme de sécurisation. Le programme recherchait deux principaux objectifs, la sécurisation de nos recettes et la légalité du bois exporté. Depuis 2012, l'Union européenne a commencé à exiger que le bois qui est exporté vers ces pays-là provienne des coupes légales. En 2019, une étude du FMI a démontré qu'une bonne partie du bois exporté vers un pays que je voudrais citer, le Vietnam, ce bois-là
n'est pas toujours comptabilisé au niveau du Cameroun. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de se dire que les exportations qui sont comptabilisées au niveau du Cameroun ne correspondent pas aux importations au niveau du Vietnam. Avec la balance commerciale, il y a des... Alors, il y a donc un problème au niveau de la balance commerciale du Cameroun. Sur cet aspect-là du bois, dans cette filière. Oui. Est-ce que les douanes camerounaises sont capables d'infiltrer justement les hauts circuits de trafic, le marché noir? Alors, nous avons mis en place un dispositif qui s'étend des contrôles documentaires au contrôle physique dans des parcs d'empotage du bois. Je voudrais dire que notre démarche a été confortée par une parution de Cameroun Tribune en date du 9 septembre, dans laquelle il est effectivement précisé que le ministre des Forêts et de la Faune a suspendu une dizaine d'entreprises qui procèdent à des empotages des bois non identifiés, des bois de provenance douteuse. Il faut dire que ces pertes touchent nos recettes pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le blanchiment du bois camerounais. Justement. Le blanchiment du bois camerounais, c'est quoi? Il s'agit, vous savez qu'il y a des prohibitions, il y a des essences qui sont interdites d'exportation. Oui. Alors, il y a du bois, du bois camerounais qui est blanchi par le phénomène du faux transit. Lorsqu'il arrive au niveau de l'embarcation, ce bois est déclaré comme du bois en provenance d'autres pays de la sous-région. Oui. Alors, il faut lutter donc contre le blanchiment de ce bois. Mais c'est certainement un réseau qui est bien installé. Vos patrouilles sont vraiment étoffées, outillées. Alors, il faut dire que la lutte contre le commerce illicite du bois ne commence pas aujourd'hui. Il s'agit des prérogatives régaliennes de l'administration des douanes qui sont consacrées dans le code des douanes des articles 400 et suivants. Oui. Alors, ces prérogatives sont renforcées par le décret 2013 portant organisation et fonctionnement du ministère des Finances. Et ces contrôles sont donc faits par l'ensemble des unités de surveillance, juxtaposées le long de notre ligne frontalière, mais également dans des périmètres intérieurs. L'opération filtre est donc tout simplement le renforcement de ce dispositif par des méthodes plus affinées. Nous utilisons, comme je vous l'ai dit, des scanners, nous utilisons un système de renseignement bien affiné, nous utilisons les instruments de l'Organisation mondiale des douanes. Certains ne peuvent pas nous révéler ici. Intelligence économique oblige? Intelligence économique oblige. Je voudrais vous dire tout très rapidement que avec les méthodes de l'OMD, il y a l'opération Presidio qui lutte contre le commerce illicite des produits de la faune et de la flore, l'opération Thunder qui est organisée actuellement, et les douanes camerounaises participent régulièrement à ces opérations organisées par l'Organisation mondiale des douanes. Ces personnels qui participent à ces opérations rentrent avec beaucoup d'expérience et cherchent à implémenter les enseignements reçus, le partage d'expériences reçues d'autres pays pour renforcer notre lutte. Alors, Filtre se concentre beaucoup plus sur le bois en provenance de Belabo, de Yokadouma, de Molundu, alors que les forêts camerounaises se tendent au-delà. C'est de ce côté-là que le trafic est plus intense. Il s'agit de se concentrer, il s'agit d'une phase pilote. Il s'agit de se concentrer sur les principaux points névralgiques. Je vous dis, nous commençons par Kribi, Douala, l'Est, et au vu des résultats que nous obtiendrons, on verra s'il est nécessaire d'étendre la lutte. Mais je peux déjà vous dire que c'est une opération qui dure à peine une semaine et les résultats que nous obtenons sont très très encourageants. Ces résultats nous donnent raison d'avoir pensé à mettre en place une opération dédiée à la filière bois. Il est 19h27. C'est la dernière seconde de l'émission. Je voudrais vous remercier d'être venu. Merci beaucoup. Et espérons avoir une autre possibilité pour être plus édifiés, mieux édifiés sur la question. Mesdames, Messieurs, Twilight de ce 18 septembre 2020, point final. Merci de votre attention.
CRTV News, ici, toute l'info.